Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Donc bonjour, bienvenue. Alors en ce mois de mars, on parle de la santé et aujourd'hui on va parler de l'endométriose et on a la chance de recevoir Manon et Bertille. Alors Bertille, avant toute chose, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie chronique systémique qui génère des douleurs principalement, mais qui va aussi générer de l'infertilité, de la fatigue, des douleurs pendant les rapports sexuels, des problèmes digestifs, des problèmes urinaires. Et c'est une maladie où il y a des lésions qui se développent sur différents organes du corps, principalement des organes situés dans le petit bassin. Ça peut être les ovaires, les trompes, l'utérus, ça peut être le côlon, ça peut être la vessie, ça peut être les urtères, mais ça peut aussi se développer sur d'autres organes du corps. Et en fait, chaque mois, sous l'influence des variations hormonales féminines, œstrogènes et progestérone, en fait, les lésions vont saigner en même temps que les règles, et ça va générer de l'inflammation qui génère des douleurs. Tout un programme. Alors Bertille n'est pas avec nous sous la tente parce que elle est à Montpellier, donc on est en téléphone avec elle. Bertille, si tu veux te présenter. Oui, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis atteinte d'endométriose, j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans, après certainement 19 ans d'errance médicale parce que mes premières règles avaient déjà été douloureuses à l'âge de 11 ans, et j'ai été diagnostiquée de manière fortuite lors d'une grossesse extra-utérine. Et en fait, j'ai réussi, grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place en complément du parcours médical, à ne plus avoir de symptômes aujourd'hui, alors que je partais d'une endométriose qui était particulièrement invalidante. Et donc, j'ai décidé en fait de m'investir pour redonner de l'espoir aux femmes qui vivent avec cette maladie. Et donc, je fais pas mal de choses. J'ai notamment écrit un livre qui s'appelle Endométriose, prendre le dessus sur la maladie. J'interviens notamment dans les hôpitaux, dans les parcours d'éducation thérapeutique. J'ai un compte Instagram sur lequel je donne pas mal d'informations sur la maladie. J'interviens aussi dans des conférences en entreprise, dans des formations de kinésithérapeutes. Enfin voilà, c'est assez large. Et en fait, je me suis formée notamment en éducation thérapeutique à la faculté de médecine de la Sorbonne l'année dernière, par le biais d'un diplôme universitaire, pour pouvoir intervenir notamment à l'hôpital et pour être reconnue en tant que patiente experte. Donc l'endométriose n'a pas de secret pour toi, en fait. Oh, si, elle en a encore beaucoup, parce que si elle avait plus de secret pour moi, j'aurais certainement trouvé la solution pour nous guérir toutes et ce serait génial. mais je connais pas mal de choses en effet sur le sujet, même si en fait j'aimerais qu'on ait trouvé la solution pour nous guérir, mais c'est pas encore le cas malheureusement. Mais il y a des pistes d'espoir en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que tu veux te présenter, Manon ? Bah oui, pas de souci. Du coup, je m'appelle Manon, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis gestionnaire de gîte, voilà, je sais pas si c'est très intéressant. Mais sinon, donc, sur l'endométriose, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 ans, officiellement, même si on en avait déjà parlé à l'âge de 16 ans. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous, c'est super. Est-ce que l'endométriose, c'est quelque chose qu'on a tout de suite quand on a nos règles ou c'est quelque chose qui peut se déclarer plus tard ? Alors, je suis pas sûre, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tout de suite, mais qu'on n'est pas forcément symptomatique dès le départ. Enfin, moi, j'ai été symptomatique dès le départ, mais il me semble qu'il y a des femmes qui n'ont pas tellement de douleur, et on leur découvre l'endométriose après. Je crois pas que ça arrive comme ça. Enfin, je suis pas sûre, peut-être que Bertille nous dira mieux ça. Bah aujourd'hui, on sait pas trop en fait. C'est tout le questionnement autour de l'origine de la maladie, il y a des études qui disent qu'on a retrouvé des bébés, tout bébés, des fœtus filles qui avaient déjà des lésions d'endométriose, même avant leur première règle. Donc ça remettrait en cause la théorie du reflux et de l'implantation, selon laquelle en fait lors des premières règles ou lors des règles, il y a du sang qui s'échappe par les trompes et qui va aller coloniser les organes du petit bassin, et qui du coup ensuite se développe à chaque menstruation. Et en fait, le fait d'avoir retrouvé des femmes des bébés
des bébés de sexe féminin avec ce type de lésion, potentiellement ce serait pas lié aux règles. On a retrouvé aussi des hommes qui étaient traités avec des hormones pour un cancer de la prostate avec des lésions. Donc voilà, aujourd'hui on sait pas trop, on n'arrive pas à déterminer l'origine de la maladie, ce qui pose problème du coup pour trouver un traitement. Mais en effet, on peut avoir des lésions d'endométriose sans être symptomatique, sans avoir de symptômes, que ce soit des douleurs, que ce soit de la fatigue, que ce soit de l'infertilité, des troubles digestifs, des troubles urinaires. On peut avoir de l'endométriose sans avoir tout ça, et on peut vivre toute sa vie avec de l'endométriose sans le savoir. Il y a beaucoup de femmes qui découvrent qu'elles ont de l'endométriose dans leur parcours d'infertilité. En fait, elles n'ont jamais eu de douleurs, elles n'ont jamais eu de symptômes, mais quand elles cherchent à avoir un bébé et qu'elles n'y arrivent pas, au moment de tous les tests qu'on fait pour les bilans d'infertilité, on découvre qu'en fait c'est l'endométriose qui est potentiellement responsable de cette infertilité. Voilà, donc on peut aussi rester, avoir des bébés sans problème. Et voilà, j'ai une amie qui me dit, on m'a diagnostiqué l'endométriose, mais en fait, ça l'invalide pas du tout. Elle a eu 4 enfants sans problème. Voilà, donc il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes et de manifestations qu'il y a de femmes. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Oui, mais ça dépend où ça se place, en fait, j'ai l'impression, parce que l'endométriose peut se placer. Toi, elle se place où, par exemple, Manon, pour toi, tu le sais ou... Ouais, alors déjà, j'ai de l'adénomiose, du coup, dans l'utérus. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, l'adénomiose, de ce que je sais, c'est que c'est pas de l'endométriose, c'est une sorte de cousine un peu de l'endométriose, parce que ça se ressemble. Mais je sais que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes symptômes, notamment. Mais du coup, comme j'ai l'endométriose aussi, j'arrive pas à différencier au niveau des symptômes les deux. Et au niveau de l'endométriose, du coup, j'en ai au LUS, au ligament utérosacré. Donc ça, c'est un peu la basique, quasiment tout le monde l'a. Et j'en ai une entre la vessie et l'utérus, et une, je crois, au niveau du rectum. Soit entre vessie-rectum ou rectum-utérus, dans cette zone-là. Mais c'est des termes super compliqués à chaque fois. Donc j'ai regardé une fois et puis j'ai oublié. D'accord. Et toi, Bertie, ça peut se placer dans certains endroits, toi aussi? Alors moi, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a diagnostiqué une lésion notamment sur le rectum, qui était la lésion qui me donnait des douleurs très invalidantes en allant à la selle pendant les règles, mais j'en avais sur les ovaires, j'en avais dans le cul-de-sac de Douglas, qui est l'espace, il y a un espèce de petit espace dans le bassin derrière l'utérus et entre l'utérus et le rectum, etc. Mais en fait, ça peut se placer aussi à d'autres endroits que dans le bassin, et ça, je pense que c'est important qu'on le dise, parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des lésions sur le diaphragme, il y a des femmes qui peuvent avoir des lésions sur les urtères, il y a des femmes qui peuvent avoir des lésions sur le foie. En fait, on a retrouvé des lésions d'endométriose sur à peu près tous les organes du corps. Alors, c'est des localisations qui sont beaucoup plus rares que les lésions qui peuvent être dans le bassin, mais ça existe aussi, et donc des femmes qui vont avoir des douleurs au niveau des épaules pendant les règles, qui ont fait des scanners pour rechercher des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, et chez qui on trouve rien. Ça peut être intéressant en fait de creuser la piste de l'endométriose sur le diaphragme ou sur les poumons potentiellement, parce que ça peut s'exprimer de cette façon. C'est fou parce que moi je savais pas du tout, enfin même moi j'ai un peu d'endométriose, enfin en fait un peu. C'est-à-dire que moi j'ai 41 ans et demi, on me l'a diagnostiqué il y a 1 an. Donc et on m'a dit c'est un stade 1. Mais en fait ça par rapport au stade, parce que souvent moi j'ai des amis qui vont dire bah oui, moi je suis stade 1, moi je suis stade 2, mais qu'est-ce que vous avez on vous a dit ça aussi par rapport à des stades? Moi on m'avait dit que ça n'existait plus. C'est plus un terme qui s'utilise en effet. Parce que en fait, je crois qu'avant on utilisait entre 1 et 4, selon si c'était superficiel ou profond. Sauf qu'on s'est assez rapidement rendu compte qu'en fait superficiel, ça voulait pas forcément dire que c'était léger. Et je crois que du coup c'est pour ça qu'ils ont enlevé les stades. Donc maintenant ils utilisent plus superficiel, profond. Je pense qu'il y en a d'autres, mais du coup non, les stades j'ai pas eu. D'accord. En fait, la notion de stade, c'est une notion américaine qui est utilisée notamment dans le domaine de la fertilité pour essayer de grader l'impact des lésions d'endométriose sur la fertilité. Et donc, quand on dit stade 4, c'est-à-dire que les lésions, elles sont très invalidantes pour la fertilité, elles vont aller toucher les trompes, elles vont aller toucher les ovaires, elles vont aller toucher l'intérieur de l'utérus, dont on parlait tout à l'heure avec l'adénomiose. Et donc, cette notion de stade, elle est utilisée pour l'impact de l'endométriose sur la fertilité de la femme. Aujourd'hui, quand on parle de l'endométriose, on parle d'endométriose, comme tu le disais Manon, endométriose superficielle, endométriose profonde, endométriose ovarienne, donc pour les 3 endométrioses les plus répandues, on va dire. Mais voilà, l'adénomiose est une forme d'endométriose. On a
l'endométriose thoracique, on a l'endométriose diaphragmatique. Voilà, donc celles-là, elles sont plus rares, mais aujourd'hui, on parle plus de la maladie en termes de stade, d'autant que, et c'est pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, la localisation et la quantité de lésions n'est pas corrélée avec l'intensité des symptômes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très grosses lésions à des endroits qui pourraient être très douloureux et n'avoir que très peu de douleur et très peu d'autres symptômes, comme on peut avoir des lésions très légères, très superficielles et avoir des symptômes très importants. Donc c'est important de rappeler qu'en fait on est complètement légitime à avoir très mal, même si on a une endométriose qui est très peu développée, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non mais moi c'est pas grave, j'en ai pas beaucoup, mais en fait elles sont tordues de douleur, pliées en quatre tous les jours au quotidien et en fait elles se disent non mais moi j'en ai pas beaucoup. C'est en fait l'important c'est pas d'avoir beaucoup ou pas beaucoup de lésions, l'important c'est de se sentir bien ou mal au quotidien et de se dire ok en fait si j'ai très mal j'agis, je vais voir un médecin spécialiste de la douleur, je vais voir mon gynécologue, mais je reste pas avec les douleurs même si en fait mes lésions sont très superficielles. C'est vachement intéressant d'avoir mis justement parce que c'est vrai que moi par rapport à ce qu'on m'a dit stade 1, c'est vrai que je me dis non mais c'était pas très grave, alors que oui j'ai quand même mal quoi, parce que c'est sur un muscle, c'est forcément ça fait mal quoi. Et donc maintenant qu'on sait tout ça, comment une fois qu'on sait qu'on a de l'endométriose, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce qu'on peut je sais que l'alimentation est vachement importante. Est-ce que vous avez Après, il y a beaucoup de choses sur l'insta de Bertie qu'on mettra avec. C'est vraiment une bible, j'ai envie de dire, sur tout ce qu'on peut comprendre sur l'endométriose. Mais si on devait donner quelques petits conseils pour commencer. Moi, j'ai envie de dire que pour commencer, il faut aller voir son gynécologue et être suivi médicalement par son gynécologue, voire après un médecin spécialiste de la douleur qu'on appelle un algologue, voire par d'autres spécialités comme un urologue si on a des lésions sur le système urinaire comme sur la vessie, les urtères, l'urètre, etc. Et par un gastro-entérologue si on a des lésions sur le système digestif. Parce que ce soit les lésions sur le système digestif ou sur le système urinaire, peuvent être des lésions qui peuvent potentiellement être graves. C'est-à-dire, je veux pas inquiéter, mais c'est important d'être suivi. Vraiment d'être suivi au quotidien, parce qu'une lésion sur l'urtère, ça peut mettre en danger la vie du rein, avec le rein se nécrose. Une lésion sur le système digestif, si c'est mal positionné, ça peut induire occlusion intestinale, et du coup, ça peut être très dangereux de manière globale, parce qu'on dit bien souvent que l'endométriose est une maladie chronique, incurable, mais non mortelle. C'est le cas dans 99,999% des cas, mais il faut pas négliger le suivi médical, et ça c'est vraiment vraiment très important. Et les médecins ont une approche qui propose d'abord un traitement hormonal pour couper les règles, et en coupant les règles, en fait, normalement, c'est censé aider à réduire l'inflammation dans le bassin et donc réduire la douleur. Mais il y a un tiers des femmes chez qui ces traitements hormonaux ne fonctionnent pas. Les médecins, ils peuvent aussi proposer de la chirurgie pour retirer les lésions et donc supprimer les causes de douleur. Il faut faire aussi attention avec la chirurgie, parce qu'il faut se mettre dans les mains d'un très bon chirurgien qui connaît très bien la maladie et qui va potentiellement faire un retrait complet des lésions, ne pas en laisser pour pas que la maladie se redéveloppe derrière, et en même temps être très précis dans ses gestes pour ne pas aller toucher des nerfs ou d'autres organes, et donc générer potentiellement d'autres problèmes après l'opération. Et en complément de tout ça, il y a pas mal de choses à faire. Notamment, il y a 3 disciplines qui sont recommandées dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Conseil national des gynécologues obstétriciens français. On a l'acupuncture, qui est un très bel outil. On a l'ostéopathie et on a le yoga. Donc ça, c'est les 3 qui sont recommandés officiellement, scientifiquement par les médecins en France. Mais après, dans les faits, dans le retour d'expérience des femmes, dans le mien, parce que moi je l'ai vécu, mais aussi dans le retour d'expérience des femmes avec qui je peux échanger sur les réseaux, etc., on s'aperçoit qu'il y a des choses qui aident beaucoup aussi. Et notamment, tu parlais de l'alimentation, ça en fait partie. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent du soulagement en fait en pratiquant une alimentation anti-inflammatoire. Donc là, ça peut être intéressant aussi d'être accompagné par un diététicien nutritionniste qui va nous aider à mettre en place ce type d'alimentation. Il y a des femmes qui trouvent du soulagement avec de la phytothérapie, il y a des femmes qui trouvent du soulagement avec des massages. Enfin, voilà, il y a pas mal de pistes
à suivre. Il y a des outils aussi comme l'électrostimulation transcutanée, ce qu'on appelle les TENS, qui sont en fait des petits patchs qu'on va coller sur son ventre et qui permettent en fait de leurrer le cerveau sur le ressenti de la douleur. Donc ça fonctionne très bien. Ça peut être prescrit par un médecin de la douleur ou ça peut s'acheter en fait directement sur internet ou en pharmacie. C'est accessible en vente libre et ça permet vraiment d'améliorer, de couper le ressenti de la douleur et de soulager les douleurs. Au quotidien, c'est complètement invisible et en fait, on peut aller bosser avec ça et ça soulage vraiment le quotidien. T'as essayé toi ça, Manon, par exemple, tu le savais ou... Alors je savais, mais ça me fait un peu culpabiliser parce que c'est vrai que moi je suis un peu la mauvaise élève. Enfin, je sais que je dois me faire suivre, mais j'ai du mal à trouver un bon suivi, honnêtement. Les gynécos m'ont un peu laissé tomber, même les spécialistes, c'est toujours compliqué parce que, en fait, j'ai l'impression que quand on veut voir de bons professionnels, il faut tout de suite être d'accord avec eux. Et si on n'est pas d'accord avec eux, ils nous laissent tomber. Donc c'est un peu... je suis un d'accord peu avec eux sur le traitement, par exemple. Mais voilà, TENS, il faudrait que j'essaye. Mais encore faut-il trouver un algologue qui connaisse ce que c'est, qui propose pas... Par exemple, moi, je peux pas prendre de médicaments pour le moment, puisque l'année dernière, j'ai fait une hépatite médicamenteuse à cause du Doliprane que je prenais excessivement pour les douleurs. Du coup, là, pour le moment, je dois pas prendre de médicaments, sauf que, y a toujours les médecins qui vont me dire, oui, mais vous avez pas perdu votre foi, vous pouvez toujours prendre des médicaments. Oui, d'accord, mais j'ai 20 ans et quelques, j'ai pas envie de perdre mon foie tout de suite, en fait. Donc ouais, quand on leur dit qu'on veut soigner naturellement, c'est un peu compliqué parfois. L'alimentation anti-inflammatoire, je le fais, puisque j'ai aussi une colopathie fonctionnelle, donc je suis un peu obligée de le faire. J'ai drastiquement réduit le gluten, même si c'est difficile. Le lactose aussi. Et surtout le sucre raffiné. Et au final, je trouve que même le sucre raffiné, c'est ce qui me causait peut-être le plus de soucis, par exemple, digestifs, plus que le gluten au final. Et après, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est tout ce qui va être technique de relaxation. Donc le yoga, j'en fais pas pour le moment, j'aimerais bien, mais j'avoue que c'est difficile de mobiliser le bassin quand on a tout le temps mal. Par contre, je fais pas mal de sophrologie et je suis suivie par une psychologue et ça m'aide beaucoup à traiter parce que vraiment, au début, on m'avait beaucoup dit que c'était lié à l'anxiété et j'avais un peu refusé le truc. Et au final, c'est vrai que plus je suis sereine dans mes cycles, plus mes cycles sont réguliers, ils se passent bien. Donc je pense que vraiment, le bien-être, ça agit beaucoup plus que ce qu'on croit. T'es d'accord avec ça? L'état d'esprit, mais là, je souscris à 10% à ce que dit Manon. Et puis il y a des études en fait qui montrent que la peur de la douleur augmente la douleur, que l'anxiété, le stress, au-delà en fait de l'état mental, c'est qu'ils ont un impact sur notre équilibre hormonal et que du coup ils vont être générateurs d'inflammation et donc de douleur. Et donc complètement sur tout ce qui est méditation, sophrologie, hypnose, voilà. Après il faut pas se mettre dans les mains de n'importe qui. Mais ce sont des outils qui sont proposés dans les parcours d'éducation thérapeutique à l'hôpital et qui pour beaucoup de femmes font leurs preuves. Voilà, moi, c'est vrai que je suis toujours suivie par une psychologue. Le yoga, j'en fais aussi. Alors évidemment, je vais pas aller faire des salutations au soleil, etc. Mais je fais un yoga qui est très adapté, sans forcer et qui est très axé aussi sur tout ce qui est respiration. Méditation, visualisation, du mouvement aussi, mais voilà, l'idée c'est pas d'aller faire les plus belles poses sur la tête, etc. Parce que c'est pas du tout l'enjeu, mais l'enjeu c'est d'aller apporter de l'espace dans le bassin, d'ouvrir et d'y aller à son rythme en fait. J'entendais Manon qui disait que c'était compliqué quand on avait mal et ça c'est très clair. Mais petit à petit en fait on peut arriver à mettre en place certaines choses en y allant très doucement et c'est vraiment très utile. Mais ouais, sur le mindset, c'est vraiment, je pense que les émotions et le système nerveux, c'est une des choses sur lesquelles on devrait agir en premier, en fait, avec l'endométriose. Et en fait, bien souvent, on travaille d'abord sur l'alimentation. Alors, c'est très bien. Mais je crois que c'est une des clés, en fait, pour améliorer son quotidien. Tout à fait. Par exemple, parce que là, comme tu nous dis que tu es un peu en errance médicale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, de l'extérieur, je me dis, en fait, une fois que tu as une endométriose, déjà pour se faire diagnostiquer, c'est un parcours de ce que j'ai entendu et de ce que vous me confirmez. Mais une fois qu'on a cette info, en fait, on part avec son bâton et on va essayer de chercher la lumière, quoi. En gros, il n'y a pas de chose qui est prédéfinie. Comment est-ce qu'on peut aider les auditrices, par exemple, qui ont été diagnostiquées d'endométriose il y a peu de temps? Est-ce qu'il y a les associations peut-être à aller voir? Comment ça se passe pour trouver un docteur ou
Moi, je pense que c'est l'idéal, c'est de se rapprocher d'une association. Moi, du coup, je suis bénévole pour l'association Endomind depuis bientôt 1 an. Et je pense que c'est l'idéal. J'aurais aimé connaître l'association, je pense, dès le départ. Parce que, en fait, du coup, j'ai été diagnostiquée à 18 ans, mais j'ai quand même passé 3 ans où, au final, je ne savais pas trop où aller. Enfin, j'allais vers des gynécos qui connaissaient même pas l'endométriose, quasiment. Et du coup, en tapant en fait endométriose, déjà on tombe sur tous les sujets horribles, infertilité, stérilité, mort, etc. Mais je suis tombée quand même sur quelques associations et je suis tombée du coup sur Endomind et ça me plaisait. Déjà au niveau de la définition de la maladie, enfin c'était en accord avec ce qu'on sait maintenant. Et du coup, j'ai demandé à être bénévole. Et c'est franchement en étant bénévole que j'ai découvert moult informations et moult professionnels surtout. Endomind notamment, ils ont un site, alors je crois que c'est peut-être que pour l'Île-de-France, qui s'appelle Resendo, et ça met du coup en lien avec plein de professionnels. Et ça, je pense que c'est vraiment un guide à avoir. Alors je sais pas si c'est encore élargi à d'autres régions, je crois que c'est en cours, mais je crois que c'est vraiment important, c'est de se diriger vers des associations pour ensuite avoir les bons noms des professionnels, parce que même si on va vers un spécialiste, enfin, il suffit des fois de regarder les avis sur Google pour s'entendre que c'est des spécialistes qui font ça pour l'argent, parce que ça reste une pathologie qui crée du business. Donc, il y a toujours des gens qui feront ça pour l'argent et qui voudront juste mettre les femmes sous pilule sans réfléchir. Et voilà. Et ça peut être très bien pour certaines, mais pas pour toutes. Super. Et toi, tu as une association aussi, Bertie, dans le sud, vers Montpellier, c'est ça, tu me disais? Oui, tout à fait. C'est une petite association de la région Occitanie qui s'appelle Endozen, et qui fait des trucs super sur tout ce qui est technique de soins non médicamenteuses. Et du coup, c'est vachement intéressant pour notamment pour les femmes qui peuvent pas ou qui ne veulent pas prendre de pilules pour plein de raisons en fait. On peut pas parce qu'on a un désir de grossesse, parce que Manon disait pardon, il y a des incompatibilités médicales. On peut ne pas avoir envie pour des raisons de valeur, pour des raisons d'effet secondaire. Enfin voilà, chacune son propre parcours et fait ses choix. Mais c'est intéressant de se dire qu'en fait on n'est pas seul et qu'on peut être accompagné par ces associations qui proposent des ateliers, qui interviennent aussi à l'hôpital dans les parcours d'éducation thérapeutique. Moi, je compléterais peut-être ce que disait Manon, les associations, c'est une super porte d'entrée. On peut compléter cette porte d'entrée par les centres experts qui sont dans les CHU des grandes villes. Il y en a dans tous les CHU des grandes villes, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes, à Montpellier, à Toulouse, à Clermont. Il y en a vraiment partout, et ces centres experts en fait ils disposent, ce qui est hyper intéressant, d'équipes pluridisciplinaires, et donc ils vont aussi travailler ensemble entre un gynécologue, un chirurgien, un algologue, un urologue, un gastroentérologue, et ils vont essayer de trouver la meilleure façon d'accompagner la femme et les symptômes qu'elle peut ressentir. Et en fait, il y a pas mal de centres aussi qui se dotent de parcours d'éducation thérapeutique, et ça, c'est Endomind qui est à la manœuvre de la création de ces parcours d'éducation thérapeutique qui fleurissent maintenant, et c'est vraiment génial dans plein de villes de France. Et ça, c'est vraiment un super outil pour les femmes pour apprendre à mieux vivre avec la maladie, à améliorer leur qualité de vie en connaissant mieux la maladie, les outils qu'elles peuvent mettre en place. Et donc ça fleurit aussi. Donc voilà, le parcours d'éducation thérapeutique, c'est une autre piste. Et puis en fait là, sous l'égide du président de la République, qui a en 2020 lancé une stratégie nationale de l'endométriose, il y a des filières régionales qui sont en train de naître. Alors il y en a qui sont très en avance, comme la filière en Bretagne, et d'autres qui sont un peu moins en avance. En Occitanie, c'est un peu moins en avance, mais en gros, ils créent des filières de spécialistes qui connaissent très bien la maladie et qui savent l'accompagner. Et je pense que maintenant, c'est à ça que tu faisais référence en parlant de Resendo. Alors Resendo, c'est pas une filière. Resendo, en fait, c'est le réseau des médecins de ville qui dépend en fait de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Mais en fait, c'est dans cette dynamique-là, en fait, c'est d'arriver à trouver aussi des spécialistes en ville et pas d'être obligé d'être suivi à l'hôpital, parce que potentiellement, dans certains hôpitaux, il y a beaucoup d'attentes pour être accompagné. Et donc, c'est d'avoir des professionnels qui sont formés, qui connaissent bien la maladie, qui savent accompagner les femmes et qui ont une approche respectueuse et surtout une bonne connaissance de la maladie, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui encore ne connaissent pas suffisamment la maladie. Donc il y a une marche aussi
On dit contre ou pour? Alors, c'est un peu compliqué parce que normalement, c'est pour l'endométriose, mais on ne veut pas non plus faire croire qu'on est pour la maladie. Voilà, c'est ça. Alors, on marche pour faire avancer le combat de l'endométriose. Du coup, le 23 mars, on fera ça. Normalement, j'y serai. Et c'est toujours de bons moments. Enfin, on fait aussi l'endorun en novembre. Et c'est que ce soit la marche ou la course, même si c'est pas forcément une course, on fait ce qu'on veut, c'est quand même de bons moments où on peut discuter, échanger. Parce que c'est quand même une maladie qui isole beaucoup. Même si on commence tous à connaître un peu quelqu'un qui a de l'endométriose, c'est pas forcément la super copine. Et c'est vrai que on aime bien discuter avec d'autres femmes de leur parcours, savoir ce qu'elles ont fait. Enfin, ça donne toujours beaucoup d'idées. Donc si, par exemple, si nos auditrices ont de l'endométriose, on les invite à venir marcher le 23 mars, de se renseigner sur Internet, peut-être sur le site de Endomind, Tout à fait. et d'aller rencontrer justement des femmes et de partager, parce que c'est vrai que se sentir moins seule, c'est quand même chaud. Enfin, c'est quand même important, surtout dans cette maladie. Surtout. J'ai vu, Bertie, que tu avais lancé peut-être des cours de yoga, ou j'ai mal compris sur ton Instagram. Oui, tout à fait. Alors en fait, je me suis associée à une enseignante en yoga thérapie et on a créé un programme en ligne en fait pour permettre aux femmes d'intégrer en fait les outils du yoga. Les outils du yoga, c'est la respiration, la méditation, la visualisation et le mouvement. Donc des petits outils du yoga dans leur quotidien pour soulager et prévenir les troubles liés à l'endométriose, que ce soit les douleurs, les troubles digestifs, ou l'anxiété, le stress, ou encore la fatigue. Et donc l'idée, c'est déjà de mieux comprendre son corps de femme, de comprendre comment la maladie s'exprime de manière très individuelle chez moi, de manière très personnelle, et ensuite de découvrir les outils qu'on a décortiquer et présenter dans le programme, et de petit à petit les intégrer dans son quotidien. Donc c'est pas l'idée, là encore une fois, c'est pas de passer 1 heure sur son tapis tous les jours à faire des salutations au soleil, c'est plutôt de faire 5 minutes de respiration tous les jours, de faire quelques postures mais qui sont très adaptées, très douces, et dont on indique comment les pratiquer en fonction des types de douleurs qu'on peut ressentir, etc. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de donner les clés aux femmes pour intégrer ça dans leur quotidien, vraiment pour soulager. C'est en plein pour Manon, ça, comme tu dis. Mais on me le vend bien, ça donne très envie. Comme ça, tu vas pouvoir te mettre au yoga. Avec plaisir. Et ça, c'est un abonnement, c'est ça que tu disais ? Non, c'est pas un abonnement. En fait, c'est pas du tout un abonnement, c'est un achat en ligne, en fait. Et donc, dedans, il y a des vidéos, des audios, et des petits PDF en fait dans lesquels qu'on peut télécharger, imprimer, qu'on peut annoter. Les audios, on peut les télécharger aussi, du coup les écouter sur son téléphone tranquillement. Des postures qu'on peut faire dans son lit, qu'on peut faire sur des chaises. Donc voilà, pour les femmes qui sont vraiment très douloureuses, ça peut être super utile. Et en fait, la yoga thérapie, c'est quelque chose qui se développe beaucoup à l'hôpital aussi, puisque la professionnelle avec qui je développe ça, en fait, elle travaille aussi à l'hôpital, notamment en cancéro et dans les suivis des traumas et tout ça, parce qu'on s'aperçoit que c'est une discipline en fait qui est hyper intéressante pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent notamment avec une maladie chronique. Et donc en fait c'est un achat en une fois. On a accès à tout le contenu pendant 3 ans. Et du coup, voilà, les petites vidéos de compréhension, de théorie, des vidéos de pratique, des audios et puis des PDF. On mettra le lien à la fin dans la description de l'émission avec ton Insta et tout. En fait, le plus gros symptôme, c'est surtout la douleur, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment les douleurs. Et comment est-ce qu'on peut les gérer ? Est-ce que des fois, on peut nous dire c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles ? Alors, c'est le symptôme le plus répandu de l'endométriose, mais c'est important de dire qu'il y a des femmes qui ont plein d'autres symptômes, sauf la douleur. Donc, c'est pas à négliger non plus, mais ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, la douleur, elle a été beaucoup banalisée chez la femme, et encore plus pendant les règles. En fait. C'est-à-dire que les femmes, on leur a toujours dit, et moi ça a été mon cas quand j'ai eu mes règles, et puis même après on m'a dit en fait c'est normal, c'est un peu associé à la condition de la femme, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Quand je consultais, on me dit prends un Spasfon, prends un Doliprane, ou prends un Antadis, etc. Et puis ça va passer, ou alors enfin voilà, il y a plus qu'à attendre quoi. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal, et quand vous avez mal, et il faut que vous trouviez quelqu'un qui prenne en compte votre parole, qui considère votre parole et qui cherche pourquoi vous avez mal en fait. Et vous réussissiez à trouver une oreille attentive qui va chercher, parce que avoir mal pendant les règles, surtout quand on a mal
au point de pas pouvoir se lever de son lit, d'avoir envie de vomir, de pas pouvoir aller prendre une douche, faire ses courses, aller faire des études, voir ses copains, etc. C'est pas normal en fait. Clairement, c'est pas normal et donc il faut pas abandonner. Et comme le disait Manon, ça peut être un peu compliqué en fait parce que bien souvent ça peut nous arriver de tomber sur des professionnels qui sont pas à l'écoute ou qui vont pas considérer suffisamment ce qu'on leur dit, nos ressentis, en disant non mais en fait non mais c'est normal d'avoir mal, ou alors non mais attendez, l'endométriose c'est une maladie à la mode, maintenant elles veulent tout avoir l'endométriose. Moi, quand j'entends ça, ça me fait hurler parce qu'en fait je préfère avoir la dernière paire de baskets pour être à la mode que d'avoir l'endométriose, hein. Clairement c'est pas le truc que j'avais envie d'avoir pour être à la mode, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il faut pas lâcher l'affaire en fait. Si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, que vous avez potentiellement de l'endométriose, il faut vraiment vous rapprocher, soit des associations, soit d'un centre expert et de faire des examens avec des médecins qui sont spécialistes. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on peut faire des IRM, on peut faire des échographies et on nous dit vous avez rien. Mais est-ce que l'examen a été fait par un spécialiste, un radiologue spécialiste ou pas? Parce que bien souvent, en fait, on n'est pas suffisamment bien dirigé. On se retrouve avec des radiologues qui sont pas spécialisés, qui voient pas sur les images. Et quand on remonte les images à un radiologue spécialisé, il dit oui, vous en avez à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc vraiment, ne lâchez pas l'affaire et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est un peu le parcours du combattant, mais c'est aussi mon message, c'est que en fait une fois qu'on aura considéré votre parole et que vous aurez le diagnostic et tout, il y aura un gros poids qui sera enlevé. Après c'est autre chose qui se met en place derrière, mais quand on a enfin la considération et le fait qu'on ait cru sur le fait qu'on n'est pas folle, que les douleurs on les invente pas, etc. C'est vraiment une partie énorme du parcours qui est derrière nous en fait, et c'est vraiment important, quoi. Par rapport à l'opération, par exemple, moi j'ai aussi eu une jeune femme au téléphone qui s'appelle Salomé et qui a eu, elle, 4 opérations. Et c'est hyper... ça a été très lourd et maintenant elle a des problèmes urinaires qui vont être à vie. Par rapport à ces opérations, comment est-ce que... C'est quoi votre... Toi, tu n'as pas eu d'opération, Manon, pareil? Non, alors moi j'en ai pas parce que j'ai une endométriose qui est trop petite pour ça, même si elle me dérange beaucoup. Et on m'avait dit qu'à la rigueur, si ça me dérange trop, quand j'accoucherai, on le ferait probablement par césarienne pour nettoyer en même temps. Mais honnêtement, je sais pas trop ce qu'il en est, puisque là, dernièrement, de ce que j'ai lu, c'est que quand on opère, il y a aussi moyen que ça revienne plus fortement, parce qu'on n'enlève pas tout, si on le fait pas avec la bonne personne, comme l'a dit Bertie plus tôt. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Donc je pense que puis même l'astomie, toutes les complications derrière me font peur. Donc je pense que je vais essayer de retarder ça le plus possible, voire de l'éviter. Mais oui, c'est une possibilité. Et toi, Bertie, on t'a posé la question par rapport à l'opération? Ça a dû faire un choix à un moment donné ou Oui. En fait, moi, quand j'étais diagnostiquée par célioscopie, pas pour le diagnostic de l'endométriose parce que c'était complètement fortuit, en fait, pour me retirer une trompe qui avait dans lequel avait grandi une grossesse extra-utérine. Et en fait, on m'a dit en fait, vous avez 2 solutions, madame. Vous avez la solution de la pilule ou de la chirurgie. Et moi, je voulais ni l'un ni l'autre parce que j'étais là pour une grossesse et que je voulais continuer à essayer d'avoir un bébé. Donc la pilule, c'était pas question, et la chirurgie, comme Manon, moi, j'avais très peur de l'astomie et des complications. L'astomie, vous pouvez me préciser ce que pour les... Mais alors scientifiquement, je suis pas sûre de bien expliquer, mais en gros, il me semble que c'est parce qu'on n'arrive plus du tout à aller aux toilettes et que du coup, au lieu d'avoir une vessie, on a une poche et c'est l'astomie. D'accord. Je sais pas si c'est sûr. Alors c'est l'astomie, c'est souvent plutôt pour le digestif en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un anus artificiel. En fait, c'est une poche qui parce qu'on les intestins ont été trop touchés par l'endométriose et du coup on peut plus évacuer les selles par. Mais ça peut être aussi pour les urines, mais c'est plus souvent pour les selles. On n'arrive plus à évacuer par la voie normale, donc on a une poche au niveau du ventre en fait qui permet d'évacuer les selles. Oui, donc j'imagine qu'on réfléchit quand même à 2 fois. C'est très contraignant. Bah oui, quand même. Ouais, complètement. Et puis aujourd'hui, en fait, il y a des études qui ont montré que, en fait, opérer, ça génère de nouvelles adhérences, et donc les adhérences, c'est une des causes de douleur avec l'endométriose. Et donc il y a des femmes qui en sont à la 8e, 10e opération, parce que ça n'a pas réglé le problème, mais ça peut avoir aussi amplifié une partie des douleurs.
Et donc voilà, donc il faut vraiment faire un choix très en conscience. Et ça peut être un bon choix. Il faut pas se faire opérer, c'est pas du tout l'enjeu, mais il faut faire son choix en conscience, peser les pour et les contre, trouver le bon spécialiste. Et il y a des femmes que ça soulage très bien. Il y a des femmes qui revivent après l'opération, mais voilà, c'est un vrai choix et ça nécessite d'être très bien accompagné pour le faire. Ouais, c'est pas un choix facile, j'imagine. Donc, je récapitule, quand on a de l'endométriose, déjà on apprend cette nouvelle, donc on a un peu de temps en fait avant de la digérer, d'aller voir des associations, de se renseigner directement pour trouver des médecins qui peuvent nous prendre en charge selon où elle se place, en fait, c'est ça que vous disiez. Et après, commencer à regarder pour essayer de changer son alimentation, faire du yoga, aller voir peut-être un thérapeute pour se calmer, pour prendre conscience aussi de l'état d'anxiété. Qu'est-ce que vous conseillerez d'autre à une femme qui vient d'apprendre qu'elle a de l'endométriose ? Moi, je conseillerais surtout c'est de se renseigner sur son cycle. Enfin, ça dépend, mais si on ne veut pas prendre d'hormones, je pense que c'est important de savoir comment un cycle fonctionne, de bien connaître comment marche l'ovulation, si on a un projet bébé ou pas. De bien connaître tout ça, parce que moi, personnellement, j'avais pas un cycle régulier, du coup, puisque j'ai aussi un syndrome des ovaires polykystiques, qui fait que, du coup, j'ai des règles qui sont vraiment très, très irrégulières. Et du coup, quand j'ai arrêté la pilule pour mon hépatite médicamenteuse, il a fallu que je retrouve des cycles réguliers, que j'ai réussi à retrouver en prenant notamment des compléments alimentaires. Mais c'est vrai que c'est hyper important de savoir comment ça fonctionne, de savoir qu'on peut le gérer soi-même. Et quand on connaît bien son cycle, normalement, on est censé savoir un peu comment on peut soulager ses douleurs. Et ça prend du temps. Moi, j'y suis pas encore, hein. Mais voilà, j'en rêve. Oui, donc c'est vraiment de s'écouter, de vraiment... C'est ça qu'on dit souvent quand on a une maladie chronique, c'est qu'on est à l'écoute de son corps de plus en plus. Moi, je dirais que c'est de s'écouter aussi dans les besoins du quotidien. Donc ça prolonge un peu ce que disait Manon, c'est-à-dire que en fait, on culpabilise bien souvent d'être très fatigué. La fatigue, c'est le deuxième symptôme le plus répandu avec l'endométriose chez les femmes qui ont la maladie. Et c'est un symptôme qui est encore plus difficile à vivre parce qu'en fait les gens comprennent pas qu'on soit tout le temps fatigué, qu'on ait besoin de beaucoup dormir, qu'on n'arrive pas à sortir, qu'on n'arrive pas, voilà, et en fait on culpabilise beaucoup en disant si je vais pas dîner avec tel ou tel ami, ensuite ils vont plus me réinviter, au boulot je suis pas assez performante, etc. Et on passe notre temps à culpabiliser de pas y arriver en fait, mais en fait notre corps n'arrive pas à suivre, et donc ce qui va être important, c'est de s'apporter de la compréhension à soi-même, parce que bien souvent on a l'impression que c'est les autres qui nous jugent sur notre quotidien avec la maladie, sur le fait qu'on n'arrive pas à faire les choses et tout ça, mais en fait la personne la plus dure, c'est nous-mêmes en fait, sur nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui vais juger que je suis pas assez performante, c'est moi qui vais juger que j'aurais dû y aller, que j'aurais dû me pousser, et on se pousse déjà énormément en fait. On se pousse déjà énormément, on se force déjà énormément à faire beaucoup de choses, et donc voilà, s'écouter, c'est aussi sur si j'y arrive pas en fait, et peut-être que demain ça ira mieux, et moi j'ai constaté qu'en fait personnellement, plus je m'écoutais, plus je me reposais, etc., mieux ça allait au fil du temps en fait, parce que je grillais moins mes batteries et du coup j'avais plus d'énergie dans la durée. Mais voilà, s'écouter, c'est aussi ça, c'est aussi se dire en fait j'ai une maladie chronique, c'est comme ça, et d'être moins dur avec soi-même au quotidien sur tout ce qu'on peut vivre. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui et moi j'ai été comme ça aussi, qui disaient en fait moi je veux pas prendre d'antidouleur, je vais résister à la douleur, etc. Mais en fait la douleur ça épuise aussi, et donc ça peut être ok en fait de prendre un médicament si on a besoin de prendre un médicament, ça peut être ok de prendre un traitement si on a besoin de prendre un traitement. Tout est une question de choix et de priorité. Est-ce que avoir un quotidien plus serein, est-ce que c'est plus important pour moi que de pas prendre d'hormones, etc. Ça c'est vraiment des choix qui sont très individuels, mais voilà, l'important c'est vraiment de se replacer au centre de tout ça et de vraiment prendre soin de soi, quoi. Oui, et puis c'est ce qu'on disait, se prendre soin de soi, ça prend aussi du temps, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place qui sont soit le yoga, l'alimentation, c'est des choses en fait, c'est des nouvelles routines entre guillemets à mettre en place. Et on disait ça en off avec Bertie par rapport au coût. À un moment donné, on va se dire, mais en fait, ça va coûter cher, le complément alimentaire, le yoga, il faut que j'aille voir un psy. Mais en fait, en gros, si on veut, ça va pas peut-être coûter aussi cher parce qu'on peut trouver des solutions alternatives, entre guillemets. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Manon ? Tu dépenses beaucoup d'argent pour ton endométriose ? J'en dépense beaucoup trop. Je pense que je suis à entre 400 et 500 euros par mois. Que pour l'endométriose ? Ouais. Donc, c'est pas... Après, je pense qu'on peut dépenser moins.
Enfin, c'est une question de cas et de priorité aussi, je pense. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin... voilà, je sais que j'ai besoin de voir une réflexologue une fois par mois, de voir ma psy 2 fois par mois. Donc ça, c'est des trucs déjà 80 fois 3, donc ça monte déjà assez rapidement. Les compléments, on en a pour 120 € par mois. Donc je pourrais faire, sans tout ça, je pense, faire juste avec des tisanes, des huiles essentielles et tout. Mais ça demande beaucoup plus de connaissances. Ou alors, il faut connaître les bonnes personnes. Donc moi, je lis beaucoup de livres, mais là encore, il faut acheter les livres. J'essaie aussi de me renseigner sur Internet, mais on n'est pas forcément sûr de la fiabilité des informations qu'on a. Donc je pense qu'on peut trouver des solutions quand même pas chères. Je veux dire, la sophrologie, c'est accessible quand même assez facilement, gratuitement. Le yoga, pareil, on peut avoir des petites solutions comme ça sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube très intéressantes. Hein. Ouais. Donc non, on a des petites clés comme ça qui sont pas très chères. Mais c'est quand même une maladie qui est très coûteuse et c'est pour ça qu'on est beaucoup à faire un dossier à la MDPH pour être aidé, pour essayer d'être aidé. Oui, là, il y a des aides qui peuvent être possibles de l'État. Est-ce que toi, t'en bénéficies Du coup, moi, j'en bénéficie pas pour le moment, mais j'ai fait une demande auprès de la MDPH, qui est du coup la Maison des personnes handicapées. Donc, c'est un dossier qu'on monte avec son médecin traitant. Donc, il faut vraiment avoir un super médecin traitant qui est cool, qui décrit bien tout, qui connaît un peu la maladie. C'est un dossier qui est assez long, il faut compter 6 mois à peu près d'attente. Et du coup, on l'a fait avec mon médecin parce qu'il y a un moment donné où je pouvais même plus travailler tellement j'étais handicapée. Enfin, clairement, je pouvais plus rien faire. Et je dépensais plutôt là dans les 700 € entre les examens et toutes les alternatives. Donc, à un moment donné, quand on travaille pas et qu'on dépense 700 €, il y a plus de sous. Enfin, on demande à tout le monde. Enfin, j'avais pas envie de faire la manche non plus. Donc, du coup, j'ai fait un dossier à la MDPH. Donc, j'ai mis 6 mois à avoir une réponse. Donc, j'ai pas eu d'aide. J'en ferai peut-être un dans quelques années si besoin. Mais j'ai eu par contre la RQTH. Donc c'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc ça par exemple quand on travaille au bureau, ça peut être chouette parce qu'on bénéficie du coup, admettons d'un fauteuil qui est un peu plus confortable, d'un ballon sauteur si on préfère être assis sur un ballon sauteur. Enfin voilà, on a des petits trucs comme ça que du coup l'entreprise prend en charge. Et j'ai par exemple la carte mobilité. Donc il y a 2 cartes mobilité prioritaires. Il y a celle pour le parking. Et il y a celle pour passer plus facilement les files d'attente, etc. Donc moi, j'ai celle pour les files d'attente. Et c'est vrai que c'est quand même très pratique quand on est en crise d'endométriose de pouvoir passer la file assez rapidement. Enfin, c'est quand même un soulagement. Moi, je trouve que le dossier MDPH, il y a un truc, en fait, au début, où on se dit, en fait, je suis pas en fauteuil. Je veux dire, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes. Je me sens pas non plus... Enfin, je pense qu'il y a vraiment j'ai pas le mot en tête, mais il y a vraiment une question de sentir légitime, en fait. Considéré, peut-être, que tu te sentes considérée dans ta maladie et dans ta pathologie et dans ta douleur, surtout. Et donc, moi, de base, je voulais pas tellement, mais je savais que ça se faisait, et c'est mon médecin traitant qui m'en a parlé, et qui est d'ailleurs super. Et du coup, je dis, on le fait, de toute façon, ça donne quelque chose, tant mieux, ça donne rien, tant pis. Et voilà. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui bénéficient du coup de l'AH, qui est l'allocation adulte handicapé. Et ça peut être quand même assez conséquent. Ça peut être des aides allant de 100 à 900 €. Et c'est vrai que quand on travaille pas du tout, qu'on est dans une situation très précaire et qu'on dépense beaucoup, c'est quand même une solution. Toi, Bertie, t'as jamais touché rien du tout de tout ça? Non, moi j'ai jamais rien touché parce qu'en fait aujourd'hui j'ai plus de symptômes en fait. Donc il n'y a pas de raison que j'aille demander ça. Je prendrais certainement la place d'une femme qui en a beaucoup plus besoin que moi. Mais c'est vrai que moi je dépense pas mal en soins de support, en thérapie non médicamenteuse, je fais pas mal d'hypnose, la psychologue, les compléments alimentaires, voilà. Mais ça fait partie en fait, voilà, c'est des choix que je peux faire, parce que tout le monde ne peut pas, que je peux faire pour ma santé. Et voilà, il y a d'autres choses que j'achète pas du coup, mais je sais que ça m'aide à être bien en fait au quotidien et c'est un peu ma priorité. Donc voilà, mais c'est vrai que il peut y avoir des ressources et puis voilà. Il y a là où on dépense des sous, puis il y a tout ce qui est gratuit, les ressources. On parlait de YouTube avec des vidéos de sophrologie, de yoga, etc. Voilà, il faut bien les choisir, mais il y a des pistes. On trouve pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Là aussi, il faut faire attention comment on choisit, mais il peut y avoir pas mal de choses. Et puis je parlais des parcours d'éducation thérapeutique, c'est accessible gratuitement. Les associations proposent des ateliers, c'est souvent accessible contre l'adhésion à l'association et c'est pas non plus
des sommes faramineuses pour ce qui est proposé derrière. Donc voilà, il y a plein de solutions si on a envie aussi d'y passer du temps, parce que moi je crois qu'il y a aussi le sujet du temps et de l'énergie que ça demande en fait d'aller chercher ces solutions en complément du suivi médical. Il y a des femmes pour qui c'est trop aussi. Donc voilà, ça fait aussi partie du parcours d'appropriation avec la maladie et de la manière dont on veut vivre en fait avec cette maladie chronique, quoi. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tu n'as plus de symptômes, donc ça fonctionne quand on passe du temps et quand on... Alors en tout cas sur moi ça a fonctionné. J'échange avec notamment avec une autre femme qui me dit qu'elle a tout testé et qu'il n'y a rien qui a marché. Donc voilà, c'est des parcours qui sont très différents et moi je crois que ce qui est important c'est d'essayer en fait et de voir, parce que autant il y a des choses qui peuvent fonctionner sur moi qui fonctionneront pas sur d'autres, et autant il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas sur moi qui fonctionneront sur d'autres. Comme il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, voilà. Après il faut pas y perdre son temps, son énergie et son argent non plus. Il faut faire attention, ça c'est clair. Mais je crois qu'il y a des solutions et je crois que ça peut être intéressant d'y passer un peu de temps pour essayer de retrouver un peu ce bien-être au quotidien, et que cette maladie c'est pas une fatalité en soi, quoi. Oui, il y a des solutions. Et souvent quand on parle d'endométriose, moi il y a aussi des images par rapport à la sexualité, la douleur que on peut ressentir dans des rapports. Est-ce que toi, Manon, t'as eu des douleurs aussi dans tes rapports sexuels? Oui. Je pense que d'ailleurs, je dois cocher quasiment toutes les cases des symptômes de l'endométriose. Mais du coup, ça s'appelle les dyspareunies. Donc, il y a plusieurs types de douleurs. Alors, moi, je les connais peut-être pas toutes, mais il y a la douleur, par exemple, à l'entrée du vagin, où on va avoir le vagin qui est très serré, que ça va être très douloureux, ça va beaucoup tirer. Il y a les douleurs aussi au fond, où vraiment, ça va être comme si Enfin, moi, j'ai l'impression un peu qu'on me met un poignard. Ça peut être assez tranchant. Alors je sais qu'il y en a qui ont des dyspareunies du coup tout le long du cycle. Moi c'est vrai que c'est vraiment la semaine avant les règles et parfois pendant l'ovulation. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus c'est l'ovulation, ça devrait être chouette et tout, et parfois non. Il y a les douleurs aussi à l'excitation, du coup donc plus que tout ce qui va être clitoris. Et c'est vrai que du coup c'est quelque chose quand même qui est assez... ça bloque un peu au début de la sexualité d'avoir mal. Mais il y a le truc aussi au début, on nous dit que c'est normal d'avoir mal les premiers rapports. Donc moi, je sais que je savais pas trop comment me positionner. Je savais même pas qu'il y avait les dyspareunies dans l'endométriose. Je l'ai su que bien plus tard. Mais il y a des solutions pour les dyspareunies. Il y a la kiné pelvienne. Donc moi, j'en fais pas encore, mais c'est que je devrais. Il y a la kiné pelvienne qui soulage beaucoup les dyspareunies. Et il y a aussi une alternative qui est un peu plus fun, c'est les sextoys. Je sais pas si ça marche sur toutes les femmes, mais je sais que ça marche sur une grande majorité de femmes. Et c'est vrai que ça sauve la sexualité pour le coup. Enfin, ça m'a permis vraiment de découvrir autre chose et de plus forcément souffrir. Parce qu'en fait, les sextoys, du coup, parce qu'il n'y a pas de pénétration, ou pourquoi, en fait Alors, je pense qu'après, ça va dépendre de chaque femme. Mais moi, par exemple, je trouve que la stimulation clitoridienne me permet au final... Enfin, ça dépend de certains moments. Mais dans 90% des cas, je suis sûre que si je stimule le clitoris, j'aurai pas mal pendant la pénétration. D'accord. Voilà, mais je pense que ça dépend aussi des femmes, parce qu'il y en a où le clitoris, ça va être super douloureux. Moi, souvent, c'est un lifesaver, vraiment, ça se passe très bien comme ça. Mais je sais que il y a des femmes qui vont avoir plus de mal à la pénétration. C'est vrai que moi, il y a des moments où ça va être plus compliqué la pénétration. Va falloir mettre plus de lubrifiant, prendre plus son temps. Et c'est pas forcément une question d'excitation, parce qu'on entend aussi souvent des fois que on n'est pas assez excité et tout. Mais je pense pas que ce soit une question d'excitation. Je pense que c'est vraiment une question de cycle et de corps et de cas, et aussi peut-être forcément d'anxiété et de fatigue, parce que quand on est stressé et fatigué, forcément le corps le ressent et voilà. Et ça, c'est pas des symptômes que toutes les femmes ont quand elles ont de l'endométriose. Par exemple, toi, Bertie, ça c'est pas quelque chose c'est pas des symptômes que toi tu peux avoir. Non, moi c'est pas des symptômes que j'ai, mais il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose qui ont des dyspareunies. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose qui ont des dyspareunies, et en effet, c'est pas du tout une question d'excitation, c'est une question de localisation des lésions, de lésions sur des nerfs, de lésions de kystes qui prennent de la place et qui du coup empêchent les organes de se mouvoir correctement pendant l'acte, et qui du coup génère des douleurs. Donc en effet, tout ce qui est kiné pelvienne, ostéopathie intrapelvienne, tout ça, c'est des outils qui peuvent vraiment apporter beaucoup d'aide. Et puis tu le disais Manon, mais avoir une sexualité, penser la sexualité différemment et penser une sexualité pas forcément pénétrative, ça aide beaucoup de femmes aussi, parce que c'est possible et qu'il existe plein de manières de voir les choses aussi, quoi. C'est rassurant de savoir que déjà qu'on n'est pas seul, et surtout dans les rapports sexuels, de savoir que y a des alternatives ou des solutions.
Est-ce que Manon, tu as quelque chose à dire pour terminer l'émission? T'as envie de... J'aurais envie de dire aux femmes qu'elles doivent s'armer de courage, qu'elles doivent surtout pas se laisser tomber. Et que surtout aussi si elles entendent autour d'elles des femmes qui souffrent pendant leurs règles, qu'elles les aident, qu'elles les aiguillent. Et voilà, c'est un long parcours. C'est un parcours du combattant, mais moi, j'en ressors vraiment grandie et épanouie. Et je suis très heureuse de savoir que j'ai de l'endométriose et que j'ai les clés en moi maintenant pour me soigner un petit peu à mon échelle. Super. Bertie, tu veux dire quelque chose comme mot de la fin? Oui, moi je veux dire que en fait, il faut garder espoir, même d'un tout petit mieux. C'est déjà énorme en fait au quotidien avec la maladie. Voilà, trouver la bonne pilule, trouver le bon soin de support, trouver le bon professionnel de santé, une grossesse qui débute, juste le diagnostic, ça peut déjà être un énorme soulagement. Donc garder espoir avec cette maladie parce que tout est possible en fait. Le corps recèle de plein de surprises incroyables. Bon super, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. À la semaine prochaine pour une autre émission sur la santé. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.